Allez, c'est parti. Je vous propose de commencer ce nouveau café des Lyonnes. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui en compagnie de Madeleine Verbord, qui est la directrice générale de l'Intercontinental, qui est qui est situé dans l'Hôtel Dieu à Lyon, qui a un écrin magnifique. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que vous travaillez un petit peu, vous marchez dans l'histoire tous les jours. C'est super d'avoir un cadre de travail comme celui-ci. C'est vrai qu'on travaille dans un monument historique, donc c'est assez exceptionnel. Et finalement, là, on est au Dôme. Mais moi, ça doit faire, je sais pas, 3700 fois que je passe au Dôme, mais il y a toujours un chapeau. Qu'est-ce qu'on a? On a de la chance. Et on a beaucoup de chance. Alors moi, je suis une privilégiée ce matin parce que je peux en profiter pour vous. Mais je pense que ça va réouvrir bientôt. On va peut-être bientôt pouvoir à nouveau accéder, on espère. Oui, à partir du 9 juin, si tout va bien, si les chiffres restent corrects cette semaine, les restaurants et bars peuvent ouvrir en intérieur, alors en capacité réduite. Donc on va commencer petit à petit, mais à partir du 9 juin, oui, le Dôme sera ouvert à partir de 18h. Bon, très bien. Et je crois que vous avez énormément de passages parce que sur la première année d'ouverture de l'Intercontinental à Lyon, vous disiez que dans le Dôme, il y avait eu énormément de visiteurs. Oui, alors c'est vrai que le Dôme étant un monument historique qui était fermé pendant très longtemps, on a eu sur la première année, même pas une année complète, parce qu'on a dû fermer au mois de mars, on avait ouvert au mois de juin. On a eu 100 000 passages, donc en dehors des clients qui s'installent pour boire un verre, manger un gâteau ou boire un café, 100 000 passages de personnes qui sont juste venir voir, prendre une photo. Donc c'est vrai que ça nous a perturbé un peu au début, mais c'était une vraie volonté aussi de garder ce lieu ouvert à tous, et surtout aux Lyonnais. Oui, tous les publics, bien sûr, évidemment, ça fait l'objet de beaucoup de préparatifs. Alors, je le disais, je suis vraiment très contente qu'on puisse faire ce café ensemble ce matin. Merci d'avoir accepté. J'avais envie dans la logique du Café des Lyonnes, c'est-à-dire de découvrir un petit peu plein de femmes qui travaillent dans des secteurs d'activité très différents, et bien de voir un petit peu avec vous le côté de l'industrie de l'hôtellerie et de l'hôtellerie haut de gamme, pour voir de quelle manière les femmes y travaillent, quels sont les freins, les leviers, comment vous avez quelle perception vous avez en fait de ce secteur. Alors, je voulais vous poser la question que je pose au début à toutes les femmes qui participent, c'est l'engagement des femmes d'une manière générale. Est-ce que vous avez le sentiment d'abord d'être une femme engagée? Je pense que, alors déjà, on peut pas faire ce métier si on n'est pas engagé. Et puis, oui, moi, je suis très engagée, j'ai des convictions, je les partage aussi avec conviction, avec volonté, et puis surtout dans la durée, parce que l'engagement aussi ne peut pas être de courte durée, et l'engagement est de longue durée. Et je pense qu'on a des valeurs qui sont importantes à porter et qu'on doit porter, qu'on doit partager. Je dis pas il faut convaincre les autres, mais en tout cas, ça apporte au débat. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression d'apporter quelque chose de spécifique dans votre métier en tant que femme à travers cet engagement? Est-ce que ça se manifeste, je sais pas, dans vos recrutements, dans votre management de tous les jours? On parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission des morning briefings que vous faites tous les jours. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un regard particulier sur cet engagement auprès de vos équipes? Je pense que déjà le métier traditionnellement, il y a eu beaucoup d'hommes, surtout à des postes à responsabilité, parce que c'est un métier prenant, puis on regarde tous les films, Petit Booba, c'est toujours un homme, le directeur d'hôtel. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est depuis peu de temps, finalement, qu'on voit arriver des femmes à la tête de grosses structures, d'hôtels de luxe. Et je pense que c'est un métier qui nous correspond, parce que c'est un métier pour lequel il faut avoir de l'empathie, il faut aimer les relations humaines, il faut aimer faire plaisir aux gens, et on essaye de faire un cadeau à nos clients tous les jours, parce que c'est une expérience unique qui finalement n'est pas très tangible, parce que il faut qu'on puisse bien dormir et que la pression de la douche soit bonne, mais c'est tout ce qui est autour qui est intangible, et c'est là où il faut qu'on soit excellent. Et je pense que les femmes ont ce côté empathique, on a même un peu, on sent parfois les choses, c'est très utile dans ce métier. Et puis on a un côté pragmatique dont on a besoin dans l'hôtellerie, parce que c'est vrai, chaque jour est différent. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, et donc il faut trouver une solution. On est beaucoup dans
dans la recherche de consensus, l'adhésion. Donc, oui, ça, je pense que c'est un vrai changement dans le pèlerin. Alors, c'est une industrie dans laquelle il y a beaucoup de femmes qui travaillent, parce que j'ai vu quelques chiffres en préparant l'entretien. C'est 70% de femmes dans le salarié dans l'industrie. En revanche, effectivement, les postes de direction, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est 10-15% encore de femmes. Est-ce que c'est une tendance qui est en train de changer? Est-ce que vous avez, vous, le sentiment de contribuer à ce changement? Enfin, comment vous vivez tout ça? Oui, je pense que la parité dans l'ensemble est respectée, mais effectivement, sur des postes à responsabilité, ça devient plus compliqué. Aussi parce que, et on voit traditionnellement, les femmes travaillent dans des postes administratifs plutôt ressources humaines, des postes commerciaux, dans les opérations à la tête d'un hôtel, c'est déjà différent parce que il y a l'ampleur, il y a l'étendue de la journée. On est sur, on ferme jamais. Oui, c'est ça. Un hôtel ne ferme jamais. Oui. Et donc 24 heures sur 24, on a des clients, on a des problèmes, on a des VIP qui arrivent, on a le restaurant qui est plein. Et finalement, on fait aussi un peu un métier de représentativité. Donc les clients ont envie de voir le directeur et la directrice de l'hôtel. Donc, et comme ça ne s'arrête jamais, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps sur le lieu de travail. Et ça, par moment, ça peut être compliqué quand on a des enfants, quand on a une vie de famille, quand on a un mari qui aussi est absent souvent. Donc, il faut être très, très bien organisé. Mais en même temps, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent aussi dire non, mais je vais y arriver, et puis ça me plaît. Donc, on voit, et dans le groupe, chez Intercontinental, on a un programme qui s'appelle RISE, où effectivement, on met en avant des femmes et qui ont la capacité, la volonté de devenir directeur général dans les 2-3 ans à venir. Ah oui, très bien, d'accord. Ah oui, donc c'est une philosophie, enfin, c'est intégré dans le fonctionnement du groupe, et il y a une prise de conscience et une volonté de faire avancer sur les choses. l'inclusion en général, donc pas que les femmes, mais les femmes, donc ça peut être les minorités aussi. On opère partout dans le monde, donc il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué de mettre en avant des minorités ou des femmes. Mais ça s'est traduit pour les femmes particulièrement dans un programme mondial, RISE, où tous les ans, nous sur l'Europe, on avait une vingtaine de femmes cette année. Et là, on relance la prochaine édition. Alors, on va parler un petit peu de vous, justement, de voir votre parcours. Ça intéresse évidemment beaucoup les gens qui nous regardent. J'ai eu pas mal de questions en préparant l'émission, notamment une dame qui a ouvert une conciergerie à Lyon avec des spas, une autre qui est aussi directrice dans un hôtel, un petit hôtel de Lyon. Comment on arrive à cette carrière? Alors, vous êtes née aux Pays-Bas, c'est ça, oui. Vous êtes hollandaise, oui. Mariée à un Français. Et alors, est-ce que petite, vous rêviez de faire cette carrière ou est-ce que c'est venu sur le tard? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, au tout début, quand j'étais petite, je voulais devenir pédiatre. D'accord. J'aimais beaucoup les enfants, mais le sang, je me mettais en panique. Donc, je dis bon, ben non, c'est pas pour moi. Et puis après, j'ai réfléchi. Et c'est vrai, j'aime beaucoup voyager, découvrir d'autres pays, nouer des relations avec des gens, parler des langues. Et donc, c'est venu un peu naturellement parce que l'hôtellerie permet tout ça, déjà pour aller travailler dans d'autres pays. Et puis aussi, par la suite, pour voyager. Donc, j'ai fait une école hôtelière aux Pays-Bas, La Haye. Très bonne école. Oui, très, très prestigieuse. Je pense qu'elle est dans le top 5 mondial des écoles de la filière. Oui, tout à fait. Et donc j'ai fait cette école et depuis, moi j'adore ce que je fais. Ça nous permet d'avoir une journée qui est différente à chaque fois. Ça dépend des clients qu'on reçoit dans la maison. Ça peut être le Premier ministre de la Chine, ça peut être Bono qui est venu ici, mais c'est aussi un couple de Lyonnais qui a travaillé ici à l'Hôtel Dieu et qui vient de fêter leur 25 ans de mariage. Donc, c'est vrai qu'on crée des émotions, mais en même temps, ça nous recharge, nos batteries, parce que l'échange est intéressant. Et puis parfois, je me rappelle mon fils, quand il était petit, on lui demandait à l'école qu'est-ce qu'elle fait ta mère.
Et il disait, elle s'occupe d'un hôtel. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est tranquille son travail. Elle arrive le matin, elle boit un café avec les collègues. Oui, la preuve. Voilà. Après, elle va accueillir un VIP. Après, elle va réparer une fuite. Et oui, c'est vrai que c'est un peu d'extérieur, on a l'impression que c'est le métier de rêve, mais c'est un métier qui est quand même très exigeant en réalité. Oui. Est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières pour y accéder? Est-ce que ça s'apprend? Comment ça marche? C'est quoi les clés pour réussir dans votre secteur? Alors, je pense que déjà, il faut faire les choses avec le cœur. Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir, c'est aussi une question de personnalité, il faut que ça vous corresponde. Il faut avoir de l'empathie, il faut avoir envie de faire plaisir. Et après, tout le reste, on peut apprendre. Et tant que la base est là et que tous les jours, on se dit, qui arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre leur séjour ou leur repas ou leur réunion mémorable? Ça, c'est vraiment très important. Après, oui, dans le service technique, bien sûr, il faut savoir, il y a des compétences. Oui, en fait, il y a une grande variété en fait de métiers. C'est ça. Il y a pas que l'accueil. On est 150 à travailler dans cet hôtel. Il y a des compétences très variées, mais en même temps, on est une filière de formation. D'accord. Interne. Voilà, exactement. D'accord. Et puis de promotion interne, et ça reste un des rares secteurs où on peut faire carrière sans avoir fait du bac plus 5, 6. Moi, chez moi, il y a plein d'exemples de gens qui ont avancé et qui ont grandi en interne, qui sont passés, par exemple, de réceptionniste de nuit dans un hôtel à aujourd'hui directeur commercial de toute la région. Donc, oui, il n'y a pas vraiment de plafond de verre, c'est ça que vous nous dites finalement. Parce que est-ce qu'il y a des déclics? C'est-à-dire que j'imagine que quand vous faites la formation dans votre école à La Haye, est-ce que vous vous projetez sur quel type de carrière? Vous vous dites j'ai envie d'aller dans ce secteur et je verrai bien, ou est-ce que vous avez un plan de carrière, vous avez envie de choses? Enfin, comment vous l'organisez? Est-ce qu'il y a eu des moments où vraiment vous vous êtes dit c'est ça que je veux faire, ou comment je fais pour accéder à tel poste à responsabilité? Bon, je pense que ça a toujours été mon rêve d'être directeur d'hôtel. D'accord, ok. Je sais pas, j'ai trouvé ça toujours un peu mythique aussi. Ouais. Et puis on pense souvent aux grands hôtels qu'on voit dans les films où on passe devant, surtout quand on est jeune. Moi, j'ai fait un stage à Paris. De nombre de fois, je suis passée devant le Ritz, je n'ai pas osé rentrer. Oui. Mais ça, déjà de l'extérieur, ça fait rêver. Donc oui, c'était. Après, je pense que la vie est aussi faite de rencontres, d'opportunités, et quand on réfléchit trop à ce qu'on veut faire, ça n'arrive pas. Et je pense qu'il faut parfois aussi faire une confiance aux autres, qui voient peut-être des choses en vous que vous n'avez pas vues, ou il y a peut-être un chemin un peu différent pour y aller. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire, je n'étais pas à la voie tracée, j'ai bifurqué un peu, mais c'est aussi grâce aux autres. Et alors, est-ce que vous avez été plutôt aidé par des hommes, des femmes? Est-ce qu'il y a des gens qui ont influencé votre carrière, qui vous ont fait confiance, qui vous ont à un moment donné permis d'accéder à des postes différents? Oui, il y a surtout une personne avec laquelle j'ai travaillé, un homme, avec lequel j'ai travaillé pendant des années et qui m'a beaucoup poussée. D'accord. Il y a ça aussi, hein, c'est un peu notre défaut en tant que femme, c'est-à-dire qu'on a un peu de mal à se mettre en avant, on se pose toujours la question, je sais pas si je suis prête, contrairement aux hommes qui pensent toujours qu'ils sont prêts, et c'est en général moi qui dis non, t'es pas prêt là. Donc les femmes, on est toujours un peu, on se pose toujours la question. Et lui, pour le coup, il m'a beaucoup poussé en dehors de ma zone de confort. Il m'a dit, maintenant, on a travaillé ensemble à Paris. Et il m'a dit, maintenant, j'aimerais que tu ailles mettre de l'ordre dans ce département. Maintenant. Et quand il m'a dit, on va ouvrir à Marseille, tu vas prendre la direction à Marseille, je dis, non, je ne vais pas à Marseille. Déjà, j'avais jamais été à Marseille. Et je suis allée. On a fait l'ouverture de l'Hôtel Dieu à l'Hôtel Dieu à Marseille. Ça a été une super expérience.
Et 1 an après l'ouverture, j'étais comme ça, parce que c'est quand même prenant une ouverture. Il m'a dit, ah bon, et puis après, tu feras Lyon, parce qu'on venait de signer Lyon. J'ai dit, no way, je redéménage pas. Ah ben, voilà. C'est ça, il ne n'ira jamais. Oui, parce qu'on l'a pas précisé, mais effectivement, vous avez la particularité, donc vous êtes directrice régionale du quart sud-est pour les hôtels de la chaîne intercontinentale, donc Marseille, Bordeaux et peut-être bientôt Megève. Oui. Et puis vous êtes directrice générale de Lyon. Et c'est un parcours que vous avez fait parce que vous êtes d'abord allé ouvrir cette intercontinentale de Marseille, qui pareil était un site qui a été entièrement refait, rénové. Oui, tout à fait. Alors, j'étais au Grand Hôtel à Paris, qui est un intercontinental, Café de la Paix, c'est notre flagship. Et puis, je suis descendue à Marseille pour faire l'ouverture de l'Hôtel Dieu. Pareil, bâtiment 18e, conversion en hôtel. Et il y a eu, comme à Lyon, de l'opposition des Marseillais qui ont dit, ah ben, notre Hôtel Dieu, ça part à un investisseur privé, mais on va plus pouvoir y aller. Et c'est pareil, on a beaucoup travaillé pour dire non, on reste ouvert aux Marseillais, vous pouvez venir, venez prendre une photo. Et finalement, la terrasse de cet hôtel... Extraordinaire. La chance d'y avoir été, c'est fabuleux. Ouais. Et c'est devenu le rendez-vous des Marseillais. Oui. Et donc aujourd'hui, les Marseillais sont très fiers de cet hôtel. Mais ça a été un travail de longue haleine. Et puis, en plus, à Marseille, cette particularité, parce que je me rappelle très bien de l'ouverture, c'était couvert par tous les JT de toutes les chaînes de France. Et la question, c'était, mais comment vous allez faire un 5 étoiles à Marseille? Et c'est vrai, ça m'était même pas... alors bon, enfin oui, ça faisait plusieurs mois que j'habitais à Marseille, mais je voyais tellement de potentiel dans cette ville que je comprenais même pas la question. Et c'était ça la perception beaucoup des Parisiens aussi, mais de cette ville de Marseille qui a quand même beaucoup changé et qui continue à changer. Et l'ouverture de l'hôtel y a vraiment contribué. Et est-ce que ça a été difficile, du coup, en tant que femme, d'ouvrir un hôtel 5 étoiles à Marseille? Est-ce que vous avez senti des difficultés liées à votre statut de femme ou finalement ça aurait été pareil pour un homme? Alors, c'est très marrant parce que moi, je me rappelle quand on avait signé cet hôtel en 2009, donc à Paris, chez Intercontinental, on a toujours dit, ah non, quand on va ouvrir Marseille, il faut un gars de là-bas parce que c'est tellement compliqué. Et donc, quand mon patron m'a dit, mais tu vas aller à Marseille, je dis, mais moi, une femme, une étrangère, je n'ai jamais mis les pieds à Marseille. Mais finalement, je pense qu'il a eu raison parce que du coup, ça a positionné l'hôtel comme une référence internationale, différent des autres, qui avait vraiment quelque chose à apporter. Et je dois dire que franchement, les Marseillais ont été hyper accueillants. Ça s'est toujours très, très bien passé. Et c'est vrai, j'y étais hier. Je suis toujours ravie d'y retourner. Je croise toujours, quand j'y suis, des clients qui sont fidèles depuis des années. Donc, ouais, c'est vraiment... Donc, finalement, le choix d'une femme a apporté quelque chose à l'ouverture de l'hôtel à Marseille. Oui, c'est rigolo, ça. Il avait de la vision. Exactement. Bien, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? De quoi on n'a pas parlé? C'est quoi une journée type? Je sais pas. Est-ce que vous avez des habitudes? Est-ce que toutes les journées sont identiques? Est-ce que je sais pas comment. C'est quoi une journée type de Madeleine Verbourde à l'hôtel intercontinental de Lyon? Alors, il y a pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment de journée type. Alors, il y a quelques rendez-vous au long de la journée. Donc, on fait un morning briefing à 9h du matin. On parle de ce qui s'est passé la nuit, qu'est-ce qui s'est passé la veille, est-ce qu'on a eu des soucis, est-ce qu'il y a des choses à régler, est-ce qu'il y a des clients à voir particulièrement ou la perfection, on la cherche, mais elle est difficile à obtenir. Donc, parfois, il y a des choses qui ne se passent pas comme on souhaite. Et on parle de la journée à venir, c'est-à-dire qui sont nos clients qui arrivent, à quelle heure, les couverts, les personnes qui viennent déjeuner, dîner, l'occupation des salles de réunion, parce que finalement, on a quand même 16 000 mètres carrés à couvrir. Et donc, oui, c'est pas rien. Ça fait un petit village en temps normal, hors Covid, bien sûr. Hors Covid, ouais. Et puis après, je fais un tour pour voir les équipes, pour voir les clients qui sont au petit déjeuner. On fait les départs des clients.
j'essaye d'être beaucoup sur le terrain. Parce que D'accord. Je viens de là et c'est vraiment la partie que j'aime beaucoup. Donc, vous êtes peu dans votre bureau. C'est peut-être beaucoup à l'extérieur. Il faut voir, il faut expérimenter, il faut vérifier. Oui, puis je pense que pour les équipes aussi, c'est important de discuter, de pouvoir discuter, de trouver n'importe quoi. Et c'est comme ça aussi qu'on a des informations qui montent du terrain, parce que les meilleures des idées viennent du terrain, hein, c'est pas moi qui les invente. Et quand on est à l'écoute, et quand on discute, ou on dit, bon, bah, on a eu ça comme problème, c'est de dire, qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Et donc ça, ce travail qu'on peut faire avec les équipes, ça, je pense que c'est très. Les femmes le font très bien parce que comme elles ont de l'écoute, je parle pas particulièrement de moi, mais comme elles ont de l'écoute, elles posent des questions, elles sont pragmatiques. Et c'est vrai qu'on essaye de trouver des solutions. À des dysfonctionnements ou pour que les gens dans les équipes se sentent mieux. Et puis après, c'est vrai qu'en ce moment, on passe beaucoup de temps sur Covid, après Covid, comment on gère. On est sur des jauges, on est sur la relance commerciale parce que on est quand même, on a ouvert en 2019, super année. Ça s'est arrêté tout d'un coup au mois de mars. Après, on a rouvert 3 fois. Donc, on s'est trop sur les ouvertures. Mais à chaque fois, c'est les jauges, qu'est-ce qu'on peut accueillir, 21h, les clients, il faut que tout le monde soit parti. Comment on va gérer l'ouverture du dôme, parce qu'il faut que les gens soient assis. Donc, on ne peut pas, comme avant, venir prendre des photos. La relance économique de l'hôtel, notre clientèle, elle était à 70% étrangère. Donc, comment on va faire? On sait qu'elle va pas revenir avant 2022. Comment on va faire pour traverser cette année? Les réunions, ça commence dans les salles de réunion, ça commence petit à petit. Et donc, c'est vrai que les services commerciaux est très en amont et en anticipation des demandes des clients, aussi d'expliquer que ici on fait les choses dans les règles, la distanciation, port du masque, etc., les repas. Et ça, je pense que c'est important. Il faut que pour revenir, il faut que le client ait confiance. Bien sûr. Bien sûr. Et là, j'imagine que pour ouvrir des hôtels, parce que vous avez ouvert Marseille, vous avez dit que vous ne connaissiez pas la ville avant d'y arriver. Lyon, c'est pareil. Je pense que vous n'étiez pas lyonnaise non plus. Comment est-ce que vous faites? J'imagine qu'il faut construire un réseau. Enfin, ça demande. C'est difficile d'arriver dans une ville qu'on connaît pas. Déjà, quand on déménage tout simplement, mais là, en plus, quand il faut ouvrir un hôtel et se faire une clientèle. Oui, ça fait partie du challenge et c'est là où une ouverture peut être lourde aussi parce que il faut mettre l'hôtel sur la carte, il faut faire son réseau. Et à Lyon, c'est pareil, j'avais un couple d'amis. Donc ça devient un point de départ. Donc ça, c'est vrai que c'est. Mais et tout le réseau économique, business. Ça demande beaucoup d'efforts. En même temps, on a de la chance parce qu'on a un très bel hôtel et vous avez un une belle carte de visite. Et donc c'est plutôt facile pour moi de dire j'aimerais faire pour reconnaissance, je vous invite déjeuner. Et puis c'est vrai. Ici, c'est devenu aussi au Dôme un peu le rendez-vous des Lyonnais. Oui, tout à fait, je le confirme. Donc, voilà, exactement. Et donc, comme je circule pas mal, ça permet aussi de nouer des liens comme ça. Mais alors, pour les Lyonnes qui nous regardent, est-ce qu'on n'a pas une appréhension? Enfin, je sais pas, quand il faut refaire son carnet d'adresses, ça veut dire qu'il faut aller se présenter à des gens dans un microcosme qu'on ne connaît pas. Vous avez jamais le trouillomètre à zéro de vous dire alors j'imagine que vous avez l'habitude, mais comment vous vous êtes lancé? Enfin, c'est pas trop compliqué? Si, c'est très compliqué, d'autant plus que moi, quand j'étais petite, j'étais très timide. Ah oui, d'accord. Quand quelqu'un me parlait, je devenais rouge tout de suite. Et un jour, je me suis dit, t'arriveras nulle part si tu es comme ça. Mais j'avais lu un article qui m'avait beaucoup aidé sur les peurs des gens en général, en dehors de mourir, de souffrir. C'était parler en public.
Et un sujet. Parler en public et arriver dans un espace avec plein de gens où on ne connaît personne. Oui. Et oui, c'est ça, quand on fait du réseau, on arrive dans des pièces entières avec des gens qui se connaissent, on a l'impression qu'ils se connaissent tous, et on est tout seul. Et c'est là, il faut qu'on se soit, et je me rappelle très très bien quand on est arrivé à Lyon, avec le directeur commercial avec qui on avait ouvert Marseille aussi, on est allé au pot de la mairie au mois de janvier. C'était la première fois qu'on faisait une sortie, une introduction lyonnaise. On rentre dans cette salle bondée avec 300 personnes, 400 personnes et on connaît personne. Et Nicolas me dit, c'est reparti. Et c'est vrai, je me dis, ça nous a remis dans le temps à Marseille. À Marseille, Et on s'est dit, on y va. Et c'est vrai, il faut oser y aller. Mais comme finalement, j'ai pris conscience que c'est pareil pour tout le monde, il faut y aller. Et puis le soir, on rentre à la maison, on dort bien et on a 15 cartes de visite. Mais c'est vrai, il faut se faire un peu violence par moment. C'est ça. Et alors, c'est quoi la meilleure façon de joindre Madeleine Verbourde? Si on cherche à vous joindre, vous êtes plutôt SMS, vous êtes plutôt WhatsApp, vous êtes plutôt quoi? Mail, téléphone? Comment on vous joint facilement? Alors moi, je suis beaucoup connectée. Les enfants l'ont souvent dit. SMS, WhatsApp, c'est ce qui est de plus rapide. Je réponds toujours. Moi, j'ai pas de problème non plus à partager mon portable. D'accord. Après, les mails, c'est vrai que ça commence à me fatiguer un peu parce qu'on en reçoit beaucoup et que quand on, c'est vrai, je suis pas souvent dans mon bureau, donc parfois je reviens et je vois qu'en fait, il y a 6 mails qui traitent le même sujet et que on peut mettre à la poubelle parce que c'est réglé. Oui, c'est ça. Donc oui, SMS. C'est plutôt SMS WhatsApp. Bien. Est-ce qu'il y a un projet que vous avez accompli, dont vous êtes particulièrement fier dans tout ce que vous avez fait? Là, vous avez fait beaucoup de choses, les Paris, ouvrir Marseille, ouvrir Lyon. Est-ce que vous gardez un projet vraiment à cœur, quelque chose que vous avez réalisé, vous avez le sentiment d'avoir apporté quelque chose? On en parlait de l'ouverture de Marseille, mais je trouve quand même pour moi la plus belle réussite, c'est l'ouverture de Lyon. D'accord. Parce qu'avec l'expérience de Marseille, on a fait les choses dans les temps, correctement, même s'il y a beaucoup de stress, parce que le chantier est toujours livré avec du retard, parce qu'il y a toujours des problèmes et quand on ouvre. Mais commercialement, on a positionné cet hôtel, on avait un portefeuille quand on a démarré incroyable, le service commercial a hyper bien fait son travail. Donc on a commencé avec un groupe d'Australiens, il y a 200 Australiens qui ont débarqué dans la première semaine, on a été headquarter FIFA. Oui. Et en termes de restauration, c'est vrai que les Kona et le Dôme, les Lyonnais ont vraiment adopté ces deux lieux. Donc, pour moi, dans la fluidité, à Marseille, ça m'a beaucoup coûté. Et ici, c'était vraiment un plaisir d'ouvrir cet hôtel, aussi de sentir la fierté des Lyonnais. Le projet abouti, même si au début, peut-être pas tout le monde y a cru. Je pense qu'aujourd'hui, à Lyon, on est fiers aussi de l'importance. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, les projets, c'est quoi? Donc, c'est ce que vous disiez, c'est vraiment de s'orienter, de s'axer là sur la réouverture, de savoir comment vous allez surmonter la fin de la crise, enfin, la crise sanitaire, on l'espère, mais voilà, la quatrième réouverture, c'est ça? Quatrième. Et voilà comment vous allez anticiper le retour de la clientèle internationale, c'est ça? Oui, et on a une période transitoire à passer l'été. On va être bien parce que les Européens vont circuler nord-sud. Donc l'été dernier, on a bien fonctionné aussi. Mais notre base client, c'est quand même aussi la clientèle lointaine, donc les Américains, les Chinois, les Asiatiques, les Japonais. Ouais. Donc le temps que cette clientèle-là revienne, on sait que c'est 2022, voire 2023. Donc comment on va pouvoir passer cette période-là avec les clientèles, qu'est-ce qu'on peut faire pour les attirer. Il faut aussi qu'on soit innovatif, qu'on soit créatif dans les salles de réunion. Alors, on a la chance, on a des super salles de réunion et qui ne sont pas du tout traditionnelles et qui sont dans la partie 17e. Donc, c'est vrai que ça attire exactement. Mais il faut qu'on soit beaucoup, beaucoup
plus dans l'anticipation. C'est vrai qu'on a, jusqu'à maintenant, c'est vrai, c'était, je vais pas dire que c'est confortable, mais il y a eu beaucoup de demandes. C'est vrai que le bâtiment, le lieu plaît il y a énormément. un attrait naturel un petit peu. On montre des photos, et c'est vrai que et là, il faut vraiment qu'on aille chercher. C'est ce que vous dites à vos équipes, c'est ça? Ouais. D'accord. Et je dis toujours aux équipes aussi, on ne peut pas perdre. C'est important, c'est avec le revenu qu'on paye les salaires. Bien sûr. Et donc nos clients payent nos salaires, donc on peut pas rater un café, une restauration. Et un client heureux, on le sait, il le partage, il revient. Un client qui a été mal reçu, il va le dire à 15 personnes. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment notre focus. La qualité de service, remettre les opérations sur les rails et remplir les lieux de nouveau. Alors, on a beaucoup parlé de l'exigence que le secteur d'activité relevait. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux femmes? Comment elles peuvent mieux réussir dans le secteur de l'industrie touristique? Est-ce que dans l'industrie, il faut aller plutôt sur l'hôtellerie, plutôt sur d'autres types de métiers? Quel conseil vous donneriez aux femmes pour réussir? Alors, je pense qu'on fait trop souvent la différence entre la restauration et l'hôtellerie. Et finalement, on fait le même métier parce que nous, on fait de la restauration et l'hôtel permet aussi au chef de s'exprimer parce que les marges sont pas les mêmes. Donc la combinaison des deux est vraiment intéressante. Et puis je pense que ça permet aussi, quand on a envie de parler des langues, de toucher une clientèle internationale, c'est quand même plus à l'hôtel qu'on les reçoit, au restaurant, sauf quand on travaille dans un Macor où on a pour le coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Une fois de plus, faire une école hôtelière, ça aide vraiment parce qu'on peut faire des stages, il y a le réseau et peu importe que ce soit en Suisse, aux Pays-Bas, aux États-Unis ou à Lyon, on a la chance d'avoir Vatel et Focus. C'est des très bonnes écoles. Beaucoup de gens qui sont venus de ces deux écoles-là, qui ont fait des stages. Et on est en formation continue. Donc, je pense qu'il faut aussi se dire, je commence quelque part. L'hôtellerie, on commence toujours en bas. D'accord. Parce qu'il faut connaître le terrain. Bien sûr. Vrai, c'est important. Mais on peut avancer très vite. Parce qu'il y a cette formation interne, parce que c'est vrai qu'en général, les gens avancent vite. Puis finalement, il y a pénurie, malheureusement, dans notre secteur. Oui, vous cherchez souvent, c'est ça, vous recrutez dans tous les types de métiers. Et donc les femmes, il faut quoi? Il faut qu'elles osent, il faut qu'elles se fassent confiance. C'est pas un métier, c'est pas un secteur où c'est plus difficile qu'ailleurs. Non, je dirais même que pour les femmes, c'est peut-être même plus facile parce que elles ont cette personnalité souvent qui correspond à ce qu'on fait dans l'hôtellerie ou la restauration. Et dans le recrutement, alors franchement, à aucun moment, nous on fait même parfois on passe des CV à l'aveugle, sans nom, sans photo. D'accord. Et après, c'est à l'entretien. Ce qu'on disait tout à l'heure. On recrute souvent aussi par rapport à la personnalité de la personne, parce que tout le reste, on peut apprendre. D'accord. On peut apprendre à faire un check-in, on peut apprendre à conseiller à un client quel restaurant utiliser à Lyon. Et ça, on a les équipes en place pour pouvoir le faire. Mais c'est l'envie, le cœur, l'empathie qui font que... Il faut finalement les langues étrangères parce que vous avez une clientèle étrangère, mais sinon le reste, c'est vraiment de l'implication et peut-être plus de la personnalité des gens, c'est ça, des gens qui candidatent? Oui, c'est ça. Et puis je pense qu'on est passé, moi je me rappelle très bien mon premier stage à Paris. Je devais faire de la cuisine. C'était dans le cadre de l'école, je devais faire de la cuisine. Et l'hôtel où je travaillais, je faisais ce stage, le chef disait, non, alors, je parle il y a longtemps, Le chef disait, non, moi, je veux pas de fille dans ma cuisine. Ah, d'accord. Et donc, il a été appelé donc, le directeur. Je pense que le directeur s'est dit, mais ils vont plus jamais m'envoyer des stagiaires si on dit non. Donc, il lui a obligé de me prendre en cuisine. Et il m'a dit, je parlais très, très mal français, il m'a dit, bon,
je t'ai dit, je veux pas de filles dans ma cuisine. Moi, je pense que les filles sont bonnes qu'à nettoyer la cuisine. Ah oui, on est dans l'ambiance tout de suite. Oui. Il y avait des droits encore comme ça. Et je me suis dit, mais tu vas pas m'avoir. Et donc, c'est vrai, pendant des semaines, j'ai nettoyé la cuisine. Elle était nickel, cette cuisine. Mais j'ai rien appris. Et à la fin, je pense qu'il s'est dit, bon, on n'arrive pas à la dégoûter comme ça. Donc, il m'a dit, j'ai une autre tâche pour toi. Tu peux t'occuper des homards. Donc, en fait, c'était mettre les homards vivants dans l'eau bouillante. Bon, c'est vrai que c'est désagréable, en plus ça crie. Et donc, ça a été une très mauvaise expérience, mais ça m'a appris aussi que parfois, il faut pas se laisser faire, il faut y persévérer. Et aujourd'hui, c'est vrai, les chefs, ça a beaucoup changé. Nous, on a un chef en plus, il est super. On a pas mal de filles dans la cuisine et c'est une vraie volonté aussi. Et puis, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans les équipes quand on a et les hommes et les femmes, parce qu'ensemble, ça fonctionne très bien. Quand il y a que des hommes ou que des femmes, on a toujours. Vous l'avez observé. Oui. On parle pas des mêmes sujets et donc on gère pas les choses de la même façon. Mais un mélange des deux, surtout en cuisine, traditionnellement, c'est très, très masculin. Ça a beaucoup changé, ouais. Ça a beaucoup changé. Ouais, très bien. Donc là, finalement, c'est un message un petit peu, c'est très positif ce que vous nous dites ce matin. C'est finalement un secteur qui a beaucoup évolué, qui s'est transformé, dans lesquels les femmes trouvent leur place aujourd'hui et peuvent espérer monter à des postes à responsabilité. Voilà, si elles font leurs preuves, c'est ça, c'est pareil, hein, c'est donnant. Oui, bon, je pense que c'est partout pareil. C'est pas parce qu'on est une femme et qu'on fait rien qu'on avance. Il y a les mêmes règles partout. Mais d'abord, c'est un métier où on recrutera tout le temps. D'accord. Alors bon, là, on vient de passer la période Covid. C'est vrai que ça a été un peu compliqué, mais on voit aussi que ça revient. Malgré tout. Les gens ont envie de voyager, de changer d'air, de découvrir. Et puis, ça reste l'hôtellerie haut de gamme, ça reste un rêve. Donc, bien sûr. Donc, on recrutera toujours. Il y aura toujours de la promotion interne. Et c'est vrai qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui des groupes, le nôtre, mais d'autres aussi, d'arriver à cette parité au niveau managérial. Donc, moi, dans le comité exécutif, c'est vrai qu'on est à parité. Je ne veux pas dire que c'est une volonté coûte que coûte, mais il y a une attention particulière. Ah ouais. D'accord. Et puis moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Il y a 30 ans, c'est vrai que c'était pas comme ça, mais aujourd'hui, hommes ou femmes, dans le métier, on est autant considérés. Ouais. Et je crois d'ailleurs que vous recrutez à l'Intercontinental Lyon, donc peut-être s'il y a des amateurs qui nous regardent, d'aller voir sur votre page LinkedIn de l'Intercontinental. Oui, tout à fait, LinkedIn, où il y a aussi un site qui s'appelle IHG Careers, où on met tous les postes à pourvoir dans nos hôtels. Parce que on recrute pas qu'à Lyon, on recrute dans tous nos hôtels. D'accord. Et effectivement, on est en recrutement perpétuel, pas parce que on n'arrive pas à garder les gens. Bien sûr, il y a des gens qui changent de métier, il y a des gens qui vont chez les concurrents, mais aussi parce que les gens avancent, ils sont promus. Donc à chaque fois. Et puis là, on est sur une reprise d'activité quand même qui heureusement, nous oblige à recruter. Donc, et je vais peut-être vous poser une dernière question qu'on n'a pas abordée tout à l'heure, c'est est-ce que vous arrivez à concilier, parce que c'est un métier très exigeant, avec des horaires importants, c'est une réalité aussi, et c'est pas trop compliqué de concilier sa vie de famille, sa vie de professionnelle, en plus sur des métiers où il y a de la représentation publique. Comment vous avez fait? Vous avez un petit secret, une baguette magique? Je pense que mon secret aussi, c'est mon mari. C'est vrai, il faut être deux pour pouvoir réussir. Et qu'il faut pouvoir ajuster. L'un vraiment peut pas, l'autre doit participer. C'est vrai, pour le coup, il a été super. Il a déménagé à Marseille pour suivre. Il a déménagé à Lyon pour suivre. Et c'est vrai, les enfants, on a 2 enfants. Par moment, je me suis sentie coupable, mais ça, je pense,
aux femmes aussi. Oui, oui. Elles se sentent toujours Oui, coupables. c'est ça. Soit de pas être assez à la maison, soit de pas être assez au travail. Je pense qu'il faut arrêter aussi avec ça. Les hommes, en général, ne sont pas du tout coupables ni l'un ni l'autre. Oui, ça c'est peut-être une clé. Hein. Il faut qu'on se rappelle. Là. Ça, c'est la culpabilité, c'est quand même un fléau pour les femmes. On se la met toute seule, donc je pense que c'est pas bien. Donc ça, c'est vrai qu'il faut qu'on soit à l'aise avec le fait que oui, les enfants, entre lui au moins, on s'en occupe. On a eu une nounou aussi. C'est vrai, ça a été une chance de pouvoir avoir quelqu'un aussi. On était 3. Et après, je pense aussi, il faut pouvoir se dire, bon, il y a quelque chose d'important à l'école, cet après-midi, je suis pas là. Oui. C'est comme ça. Et finalement, on sent que petit à petit, les hommes osent le faire aussi. Parce que ça, dans le passé, oui, c'est vrai, comme ça. C'est vrai. Les hommes disaient jamais, il y a un truc important à l'école pour mes enfants, je dois y aller. Mais je pense que comme les femmes le font, les hommes aussi, aujourd'hui, commencent à le faire. Ouais, c'est grâce aux femmes, finalement, on va peut-être faire aussi évoluer les hommes. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vous propose qu'on arrive au terme de l'émission. Je vous remercie infiniment de nous avoir reçus dans ce lieu majestueux. Et on espère pouvoir venir vous retrouver très vite à partir du 9 juin, la réouverture. On croise les doigts pour que tout se passe bien. On vous souhaite une bonne réouverture et puis on reprendra de vos nouvelles. Et j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler dans les prochains mois sur comment on aide des femmes à mieux accéder au débat public, à prendre leur place et effectivement à oser finalement accéder à des responsabilités. Voilà. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous propose aussi de nous retrouver évidemment sur le replay sera mis en ligne dans la journée sur la chaîne YouTube des Lyonnes. Et puis, je vous invite à nous retrouver mercredi prochain pour le prochain Café des Lyonnes à partir de 9h. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci Alexandra. Au revoir. Au revoir.